Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Arcade Eye Podcast. Aujourd'hui, pour notre 5e épisode, j'ai le plaisir de recevoir une petite star au sein d'Arcade Software. J'ai nommé Axel Rouquette. Bonjour Axel. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le Arcade Eye Podcast. Donc, spécificité un peu de cet épisode, Axel est comme moi travaille chez Arcade Software. C'est là que je l'ai rencontré et c'est, je pense, intéressant aujourd'hui de vous présenter Axel parce qu'il a commencé véritablement l'IBMI chez Arcade et je pense que ça pourrait être assez intéressant pour nos auditeurs. Donc, entrons dans le vif du sujet, Axel. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus pour nos auditeurs ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Axel. Je suis actuellement étudiant en 3e année de BUT informatique. Alors, c'est le bachelor universitaire technologique, ancien DUT, qui a été refait avec une 3e année. Donc, je travaille en alternance au sein d'Arcade Software. Et j'ai donc effectué un stage du mois d'avril 2023 à juillet 2023, donc d'une durée de 3 mois, pendant lesquels justement j'ai eu cette chance de travailler sur l'IBMI. Tout de suite, ça appelle à la première question, c'est comment ça s'est passé pour toi, cette première introduction à l'IBMI, surtout pour quelqu'un dont c'est, on va dire, la première entrée dans le monde du travail. C'était rentrer dans le grand bain, mais rentrer directement dans la mer, en fait. Vraiment, l'IBMI, c'est un outil qui est très, très vaste, en fait, et dont je n'avais jamais entendu parler avant ça. Vraiment, je connaissais pas du tout ce que c'était. J'avais été renseigné sur le site d'Arcade Software, du coup, à l'époque, avant mon entretien, pour savoir ce que c'était, et j'avais pas très bien compris. Et c'est ensuite qu'on m'a expliqué, donc auprès de mon tuteur Maurice, qui m'a expliqué un petit peu ce qu'était l'IBMI, comment ça fonctionnait, le concept d'écran vert. Et donc c'était très dur au début, très, très dur au début. On se retrouve là dans un monde qu'on connaît pas. Moi, j'étais là pour faire du développement web à la base et je me retrouve en fait à faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Mais c'était une expérience très, très plaisante. Vraiment très, très plaisante. Ah bon, rien à voir ? C'est-à-dire que toi, tu n'as vraiment pas du tout fait de web ? Bon, justement, enfin, j'ai fait du web, mais ce que je voulais dire, c'est que quand aujourd'hui on entend un développement web, on entend un peu le développeur front ou le développeur back, tu vois, qui est là dans un environnement de travail, on va dire, moderne, avec VS Code. Et là, je me retrouve d'un coup, tu vois, avec des écrans verts, forcément, ça fait peur. Ça fait peur, même si aujourd'hui, justement, il y a l'extension VS Code, Arcade Elias, il me semble, développé par Sébastien Julien d'Arcade Software, qui permet de développer complètement, d'avoir les mêmes fonctions qu'on peut avoir sur RDI pour pouvoir développer sur IBMI. Alors, je vais me permettre juste d'apporter une petite précision, c'est-à-dire Arcade Elias, ça ne fonctionne pas tout seul. Il est basé sur de l'extension Code for AI, qui a été, elle, développée principalement par Liam Allan et toute une autre équipe de développeurs open source. Mais Ok. toi, quand tu passes, on va dire, des études, on va dire de le théorique, en cours, la mise en pratique, certes, pendant les TD&TP, bah, à l'IBMI, à l'écran vert, tu dis avoir été très perdu. Comment est-ce que tu as réussi à prendre des points de repère au départ ? C'était avec le peu de vocabulaire que je connaissais de ce monde-là que j'ai pu comprendre, je pense, et surtout, on va dire, l'aide de collègues qui étaient très, très à l'aise depuis longtemps sur l'IBMI. L'avantage de travailler chez Arcade Software pour un développeur IBMI, c'est qu'on a énormément d'autres développeurs qui sont historiquement là depuis des années, qui ont commencé à développer sur IBMI 10 ans avant ma naissance. Vraiment très, très à l'aise et qui ont une expertise, qui sont consultants, donc clairement, c'est leur métier aussi. Je pense que c'est aussi grâce à cette aide-là, grâce aux exemples surtout. Exemples de code, c'est bête, mais avoir des exemples de code en RPG, ça m'a permis de comprendre la structure. Et je pense que c'est un petit peu les seuls points de repère que j'avais, puisque en fait, c'est
Pour moi, c'est un monde complètement différent, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu étudier. Comme je l'ai dit juste avant, on va profiter du fait que tu aies évoqué les écrans verts et VSC, parce que si j'ai bien compris, VSC a été ton outil principal de développement pendant vraiment le projet que tu avais réalisé pendant ton stage, qui a fait que tu as vraiment découvert l'utilisation de l'IBMI à l'heure actuelle. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de manière un peu plus approfondie de ce projet, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, d'où est-ce qu'il sortait ce projet? Comment est-ce que toi tu t'es inséré dedans? Comment est-ce que tu as pu apprendre à utiliser l'IBMI pendant ce projet? Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Bien sûr. Enfin, toujours, c'est ça un peu on va dire le fond du sujet. Donc ce projet, il me semble, issu de la R&D d'Arcade Software qui, avait, fait une demande auprès de la JST pour une application de démonstration. La JST, il s'agit donc de la Jumpstart Team. C'est une, équipe, au sein d'Arcade Software, composée, de plusieurs, consultants qui, a pour objectif d'être, j'ai envie de dire d'offrir une analyse experte sur, des problèmes, liés, à l'IBMI, à S400 en général et c'est des développeurs qui ont beaucoup d'expérience et aussi, d'intervenir un petit peu en amont sur, la veille technologique, les dernières, nouveautés. C'est comme ça que je décrirais, la Jumpstart Team. Pour revenir du coup au projet, l'objectif était de, créer des web services, des services web, une sorte de back-end en fait, dans le jargon, du développeur web, une sorte de back-end pour, une application web et démontrer comment est-ce qu'on peut faire ça. Comment est-ce qu'on peut le faire et comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut, héberger complètement une application web sur, une machine IBMI avec, du coup une base de données, DB2, DB2 I, un back du coup qui est en RPG et qui donc effectue les requêtes SQL sur la base DB2 I et donc des, web services qui sont exposés pour, pouvoir derrière, les récupérer via des requêtes, donc HTTP sur un front-end du coup et l'objectif, c'est à l'origine de mon stage était seulement de développer le front-end. Sauf que on va dire que j'ai fini assez vite. On va dire que surtout Arcade m'avait donné beaucoup de temps pour le faire et au final, en fait, je me suis retrouvé, alors que c'était absolument pas ma mission à l'origine, à faire, de l'IBMI. Donc ça a été, Puisque au final, l'IBMI est devenu un bonus qui a pris presque la place de l'objectif premier. exactement et complètement et honnêtement, c'était une ouverture, dans quelque chose, d'inconnu qui m'a fait peur pendant longtemps. Je pense que le 1er mois de développement, d'IBMI, c'était, l'incompréhension. On va dire que j'ai un peu été chouchouté, voilà, on a fait du C# en cours, on a fait, pas de on n'a jamais fait de C ou de langage, j'ai envie de dire vraiment très, très, très proche de la machine, pas d'assembleur ou quoi et là, je me retrouve avec un langage, une machine qui est tout autre que ce que j'ai pu voir habituellement. Je le répète souvent, mais c'est vraiment ce ressenti-là. De toute façon, quelque part, c'est pas étonnant. En tant qu'étudiant, tu te retrouves perdu parce que la remarque me vient comme ça. Il y a quand même un paradigme qui est complètement différent entre ne serait-ce que le hardware sur lequel est basé l'IBM. Enfin, c'est basé IBM pour faire ses processeurs, pour faire ses machines, et ceux qui sont majoritairement utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire notamment si on parle d'Intel, d'AMD, de ce genre d'entreprise. Et même dans le software, au final, du coup, ce changement de paradigme, il se retrouve. C'est clair. Au bout d'un mois, tu l'as dit toi-même, tu as été tu as été chouchouté en cours, tu as essayé de comprendre ce qui se passait du RPG, on va dire de la manière un peu comme un nouveau-né arrive dans le monde, il copie ce qu'il voit, il apprend en copiant ce qu'il voit. Pendant ce stage, pendant ce développement, est-ce que tu as pu acquérir quand même un peu de maîtrise malgré tout de la chose, ou si on devait à nouveau te parler d'IBMI, tu partirais cette fois-ci en courant? Alors pour le coup, pas du tout. Je pense que je partirais pas en courant, même, ça m'intéresserait. C'est une machine qui a un potentiel absolument, gargantuesque. Je pense que c'est, l'un des plus grands potentiels, qu'on peut avoir, dans l'informatique, qui est déjà un milieu très vaste. C'est simple, moi j'en suis persuadé, c'est quelque chose qui est beaucoup répété par les adeptes de l'IBMI, c'est, qu'on peut tout faire avec l'IBMI. Donc voilà, là on peut, créer une application web,
Là, récemment, tu en parlais lors du deuxième épisode, il me semble. Récemment, il y a eu le C Sharp, donc .NET, qui a été rajouté enfin un compiler en .NET qui a été rajouté, donc on peut aussi héberger des applications C Sharp. Mais oui, du coup, je repartirais, enfin, je partirais pas en courant, ça m'intéresserait. Je verrais ce que c'est quand même dans un premier temps, parce que si on me dit de faire du RPG en colonne, peut-être pas, peut-être pas, voire même sûrement pas. Alors, la courbe de progression, elle est exponentielle, vraiment pour l'IBMI et je pense que c'est la courbe de progression la plus exponentielle que j'ai pu rencontrer en informatique. C'est que dès qu'on est lancé dans ça, on peut plus s'arrêter, quoi. Moi, ça m'est arrivé de faire des journées de 9 heures, de rester 2 heures de plus le soir au bureau, parce que vraiment j'étais à fond dans ce que je voulais faire. Je voulais que ça marche, quoi. Je voulais que ça marche. Ah, pour le bien, légalement, on va dire que tu n'as pas dit 9 heures, que tu es resté sur les Oui, j'ai horaires dit 7 définis heures. par. Bien sûr, bien sûr. Ouais, j'ai pris 2 heures de pause, on va dire. On va dire que j'ai pris 2 heures de pause. Non, on comprend tous quelque part, c'est un peu quelquefois la malédiction du développeur, enfin du développeur, j'ai envie de dire, de la plupart des personnes qui veulent finir la journée sur quelque chose qu'ils ont fini correctement, Ouais. puissent partir l'esprit tranquille. Tu vois, j'ai jamais pris de somnifère, mais je pense que les meilleures nuits que j'ai passées de ma vie, c'était, après, avoir, réussi à résoudre des bugs sur, l'IBMI, tu vois? Sur mon code RPG. C'est d'une satisfaction, même un code qui marche en RPG, c'est génial, quoi. C'est trop cool. Tu es là, en fait, déjà parce que c'est un langage compilé, RPG Free, donc forcément, c'est un peu le syndrome un petit peu, je trouve, qu'on a, pour partir de quelque chose de plus vaste, pour parler de quelque chose de plus vaste, c'est un peu le syndrome qu'on a, quand on dev, en web ou quand on dev avec des, outils, j'ai envie de dire, plus récents, donc et des langages pas compilés comme le JavaScript. Oui, Heu, et les langages interprétés. Je vais juste, exactement, c'est pour ça. nos auditeurs, nos auditrices, expliquer que la différence entre un langage compilé et un langage interprété, c'est en quelque sorte le langage compilé est statique. Une fois que, que le développeur a préparé son programme et lance la traduction en quelque sorte vers des instructions compréhensibles pour la machine, dans le cas du langage compilé, le résultat est purement statique, alors que dans le cas du langage interprété, on va dire que le compilateur est beaucoup plus permissif. Donc à partir de là, Axel, je te redonne la parole. Oui, donc pour moi, le syndrome qu'on a aujourd'hui, pour les développeurs avec nos outils tous, très modernes, c'est que en fait, bah, quand ça marche pas en général, je vais pas dire qu'un bug tu le règles rapidement parce que c'est faux, mais peut-être plus dur des fois puisque, un langage compilé, tu vois, s'il compile pas, bah, c'est qu'il y a une erreur et tu sais où est l'erreur à peu près. Dans un langage qui est interprété, c'est beaucoup plus compliqué parfois enfin souvent, de savoir, où est le problème ou d'où vient l'erreur. Donc clairement, c'est pour le débogage, je sais plus comment on appelle ça, le retour que te donne, la S400 lorsque tu compiles, un programme RPG, mais c'est très, très clair. Ah, Peut-être que tu vas pouvoir me le dire. le contenu des spools. Exactement, les spools, c'est franchement très clair. On comprend d'où viennent les soucis. C'est une machine qui est robuste. Ça se voit directement quand on le voit, c'est qu'il y a jamais de soucis. Enfin, il y a jamais de soucis, on va dire, j'ai envie de te dire avec l'OS ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment franchement, c'est agréable à coder et c'est étonnant, venant de moi, un développeur web, que je dise ça, puisque, bah, c'est un autre monde pour moi, quoi, comme je le répète, depuis le début du podcast. Ah ça, effectivement, on le sent. C'est moi ce que je ressens vraiment depuis le début, depuis qu'on a commencé ce podcast, c'est pris quand même un plaisir à coder dessus de manière surprenante au final pour toi. On va dire que Ah ouais, t'as j'étais, galéré au début, mais une fois que t'as réussi à, on va dire, à prendre les bases, tu as parlé d'une courbe de progression exponentielle, c'est là où t'as pris ton pied. ah clairement, clairement. Je pense, comme je disais, c'est le premier mois qui est dur. Le premier mois est dur parce qu'on en fait, aussi, il y avait ce petit truc-là de moi, j'étais là et je me disais: «Mais, faites-moi faire du développement web, me faites pas faire ça, quoi. Faites faire ça à quelqu'un qui sait déjà coder en IBMI et à quelqu'un enfin, en RPG». Écoute, je me suis surpris, hein, vraiment. Je me suis surpris à vraiment, adorer ça et tant mieux. Avec ça. Mais justement, on a parlé du plaisir que tu as eu de coder, mais on
peux peut-être avoir un peu plus d'informations sur ce que tu as codé en lui-même, c'est-à-dire les web services dont tu parlais? Exactement. Donc, les web services, il me semble que ça a été, alors il y a une documentation qui est faite par, Scott Clément, qui est, assez intéressante. Donc en gros, qu'est-ce que c'est un web service? On va dire pour dans le jargon, comme je disais, des développeurs web, c'est un back-end. Ça va être, des, endpoints, on va dire des points, qu'on va appeler grâce à des requêtes et en fait, on va effectuer des requêtes sur un serveur et le serveur va renvoyer, des données plus ou moins modifiées que lui-même va en général chercher, dans une base de données. Donc ici, c'est une base, H2. Ça fonctionne comme ça, hein, donc en fait, quand on fait des requêtes SQL à un serveur, on fait des requêtes, excuse-moi, en général HTTP à un serveur qui va, lui-même effectuer des requêtes SQL sur, la base de données pour récupérer les données, les modifier et les renvoyer sous, le format, qu'on veut. Donc par exemple, on peut lui demander, une liste d'articles, simplement. On peut lui dire, «Envoie-moi une liste d'articles». Il y a une requête, SQL, donc ce sera sûrement un select étoile from article et ça renvoie donc en format, ça peut être du XML, mais en général, la convention, c'est d'utiliser du JSON. Tu sais, c'est marrant que tu me dises ça parce que pendant très longtemps, la convention, ça a été le XML. Oui, mais aujourd'hui, le JSON est tellement utilisé, en fait, puisque JavaScript est le langage web. Par défaut, en quelque Simplement, sorte, quand ouais. ouais, exactement, c'est ça. Peut-être que, pour le coup, si c'était une application peut-être, WPF ou Eclipse, effectivement, le XML serait peut-être plus adapté. Ou en tout cas, ou même, une application, j'ai envie de te dire, Windows, tout court. J'imagine que si tu es encore chez Arcade aujourd'hui, c'est que le projet s'est suffisamment bien passé pour que Arcade te garde pour la suite de ton stage, enfin de tes études. Exactement. En fait, je remercie Arcade parce qu'ils ont eu, confiance en moi là-dessus. Quand, j'étais encore assez loin de finir le projet, quand, mon stage s'est terminé, ils m'ont proposé 3 semaines 3 semaines de CDD pour finir ce stage, pour finir le travail que j'avais commencé, pour rendre une documentation, une bonne documentation là-dessus et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai réussi à finir le projet, à temps en plus. Vraiment, je dirais pas que c'était limite, mais voilà, je me suis pas mis de la pression non plus. Donc ça fonctionne. Ça fonctionnait à la fin et c'était, une satisfaction inégale. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment ce projet s'est déroulé pour toi, du point de vue de l'entreprise, tu sais si Arcade s'en sert déjà ou est-ce que c'est gardé dans les bacs pour peut-être un peu plus tard? Quel retour est-ce que tu as eu par rapport à ce projet? Alors oui, déjà, dans un premier temps, je vais parler des retours. J'ai eu, presque que des bons retours. En fait, j'ai pas eu de mauvais retours sur l'application. J'ai eu des retours, de la R&D, j'ai eu des retours de la JST. Beaucoup de gens étaient étonnés que j'ai réussi à faire ça. Moi-même, j'étais le premier à être étonné, mais on va dire que j'étais, voilà, je veux pas faire, le mec humble, mais pour le coup, j'ai eu beaucoup d'aide de la part, de Stuart, de Maurice, de Sergio, enfin de collègues d'Arcade qui, eux, étaient très, très à l'aise sur l'IPMI. Voilà, qu'il y ait eu un transfert de connaissances, immense là-dessus. Je passais, parfois, 2-3 heures d'affilée dans le bureau de mon tuteur Maurice, juste le regarder, faire de la S400, plus, surtout sur les écrans verts, en fait. C'était pas, le RPG en lui-même, c'est surtout au niveau des écrans verts et comprendre comment fonctionne, Skipper, les différents outils d'arcade. Donc voilà. Aussi, tu m'as demandé si, effectivement l'application elle était utilisée. Je peux te dire que oui. Si tu m'avais posé la question il y a une semaine, je t'aurais répondu que je ne sais pas. Mais, là je peux te répondre que oui. Ça a été utilisé par, Marc Gallas, directeur de la R&D d'Arcade, qui l'a utilisé, lors d'un webinar peut-être, ou d'un POC, ou en tout cas qu'il a utilisé il y a quelques jours afin de démontrer du coup, comment, fonctionnait, un petit peu ce système de web service, comment est-ce qu'on peut héberger, totalement une application web avec, du coup, ce que j'ai fait dans mon stage, comme support, donc l'application Heroku. OK, bah, ça en vrai, ça claque quand même un peu se dire: «La première application qu'on développe, en plus pendant le stage, ça est déjà utilisée, sans problème». Ah, j'ai du mal à m'en rendre compte. Ça me fait très, très plaisir. Vraiment, ça me fait, très, très plaisir puisque, bah, du coup, j'ai eu de bons retours, comme je le dis et tout le monde a l'air satisfait de ça et elle est utilisée. Que demander de plus? Que demander de plus? Effectivement, si le bonheur c'est simple parfois. Enfin simple, tu travaillé pour. C'est ça.
Exactement. Des fois, le bonheur, c'est juste un code qui compile, une petite application utilisée par-ci par-là. J'aimerais peut-être revenir sur un point qu'on a évoqué plus au début, vers le début du podcast, ce sont les outils de développement. On a parlé de Visual Studio Code notamment. Toi qui, de base, n'étais pas, tu as dit toi-même, n'étais pas du tout habitué à l'IBMI, aux fameux écrans verts. Comment est-ce que tu as pu utiliser ces outils-là? Est-ce que je sais que ce sont des outils à titre personnel dont je me sers, pour lesquels je me fais un peu de la pub en interne. Comment est-ce que tu as pu les découvrir? Comment est-ce que tu as appris à t'en servir? Et surtout par rapport, bah, toi, à tes études, puisque à côté, vu que tu étais en alternance, que tu es encore en alternance, pardon, comment est-ce que tu peux comparer ça à ce que tu vois en cours? Alors, pour le coup, je vais d'abord te lister, les outils que j'ai utilisés. J'ai, utilisé donc VS Code, je l'ai dit tout à l'heure, pour, ce qui est du développement RPG. À l'origine, en fait, je devais utiliser du coup RDI, Rational Developer for AI, qui, tu le diras mieux que moi, mais en gros, le standard pour le développement RPG, ou en tout cas sur IBMI tout court. Ben, oui, en gros, c'est l'outil, ben, qui est d'impulsion IBM, qui a principalement été, enfin, qui a été vraiment développé par IBM. Donc, oui, c'est le standard actuel, on va dire encore. Voilà, en fait, j'ai installé RDI. Ensuite, à Maurice, il y a pas, j'ai entendu parler de VS Code, dans le truc et tout. Il me dit: «Ah ouais, mais c'est ça vient juste de sortir». Bon, je dis: «Bah, allez, vas-y, on y va» et ça marchait parfaitement. Ça marchait parfaitement. Donc j'ai utilisé VS Code, pour ce qui est de l'IDE, RPG et j'utilisais également VS Code, pour, le développement, de l'application. Donc c'est une application qui est faite en React, qui est un framework, JavaScript, aujourd'hui le plus utilisé, développé par Facebook depuis, bientôt une dizaine d'années, il me semble et donc c'est VS Code pour, le développement tout court et pour ce qui est de la SQL, du coup, j'utilisais, IBM, Access Solutions. Il me semble Oui, que c'est ça. c'est bien ça. Tu t'es Exactement. souvenu de la chose. Nick Allez, nickel. Comme quoi, j'ai pas tout oublié. Mais du coup, oui, c'était pour, du coup, accéder aux différents écrans verts et même chose, des écrans verts, au final, on s'y fait. Au final, on s'y fait puisque, bah, déjà, on est aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus obligé, d'utiliser les écrans verts. En tout cas, peut-être que je peux me tromper, mais je pense qu'il y a tellement de surcouches qui existent aujourd'hui que, les écrans verts sont, même plus obligatoires. C'est juste que pour accéder à une ressource, c'est tellement plus facile, plus rapide. Arrête-moi si je me trompe, hein, là-dessus, Lucas. Oh non, j'ai tendance à comparer moi-même, les écrans verts à la ligne de commande, sur Linux. C'est pas forcément ce qu'il y C'est a ça, plus exactement. de sexy. Il y a en termes d'interface utilisateur, il y a toujours mieux, mais on est capable d'envoyer des commandes au kilomètre et let's go, hein, comme on dit. C'est ça. Comme tu dis, hein, entre, faire, clic droit, créer un dossier, puis renommer le dossier ou quoi, ou alors faire, mkdir nom du dossier, il y a 2 solutions. Il y en a une qui est beaucoup plus rapide, mais l'autre, faut la connaître, quoi. Et c'est ça, c'est que les écrans verts, quand tu es à l'aise avec et à la fin, je vais pas dire que j'étais à l'aise avec, mais qu'en tout cas, j'avais pris de l'aisance avec et bah, ça allait tout seul, ça allait, super vite et enfin, des fois, je me surprenais vraiment à basculer entre les écrans verts, carrément vu que je suis assez curieux de nature, en plus, je m'amusais à aller, dans toutes les pages, dans tous les écrans, voir tout ce qu'il y avait, tous les produits d'arcade, comment ils fonctionnaient et tout et c'est trop cool. Vraiment, c'était trop cool et c'est unique, hein. Je J'ai jamais connu quelque chose, dans ce style-là, que l'écran vert, en tout cas. Pour, revenir à ce que tu disais, comparé à ce que moi je vois en cours. En cours, on est sur du Visual Studio et du VS Code, du coup. Visual Studio pour le développement en .NET, donc en C# et on n'a jamais utilisé, d'éditeur vraiment hardcore, j'ai envie de te dire. On a fait du Vim et du Nano et ça, c'était sur Linux, mais ce qui est des outils en général, oui, c'est voilà, bah, Skipper à la place de Git, tu vois, par exemple et c'était des outils, pour le coup, qui fonctionnent tous de la même manière, j'ai envie de te dire. Un IDE, ça reste un IDE et un outil de versionning, ça reste un outil de versionning. C'est juste que, en fait, c'est quand on comprend comment ça fonctionne, c'est surtout ça, c'est comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça existe aussi, déjà, dans un premier temps. Bah, derrière, en fait, peu importe, le format de l'application, si,
voilà, on sait ce que c'est. Et c'est vrai que pour le coup, comprendre, à partir du moment où on comprend que les web services, du coup, bah, ça va être, j'ai envie de dire, une passerelle entre ton application et la base de données, mais qui fait office aussi de transformateur. Quand on comprend ça, en fait, derrière, bah, évidemment, le développement va beaucoup plus vite. Si on dit juste web service comme ça, forcément, c'est beaucoup plus difficile à comprendre, surtout que c'est pas un terme qui est habituellement utilisé dans le développement web, en tout cas qui est moins utilisé aujourd'hui dans le développement web, j'ai envie de dire moderne. Ce que j'appelle développement web moderne, c'est ce que je veux dire, c'est avec les frameworks comme React, tout ça. Et dans ce genre de cas, on parle de quoi dans ce cas-là? Puisqu'on parle pas de web service. Pour le coup, on parle de back-end. Simplement, j'ai envie de te dire, on peut parler de services web en soi, hein. C'est des services web, hein, clairement. Mais en général, on dit développeur back-end. Tu vois, par exemple, j'ai fait un back-end, simplement. Voilà, j'ai mon bac en Express, j'ai mon bac voilà, j'ai fait un endpoint, deux endpoints, trois endpoints, une API en REST, tu vois. Mais web service, pourtant c'est le bon terme, hein, mais c'est pas trop utilisé. En tout cas, moi, c'est pas le terme que j'ai beaucoup entendu. J'ai entendu pour la première fois à propos de l'S400, dis-toi. Hypothèse que j'émets ici, c'est peut-être parce que le web part plus du front-end pour aller vers pour aller faire ses requêtes sur le back-end, quand là où l'IBMI, c'est avant tout un back-end auquel il faut ajouter un front-end. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, j'aimerais parler de quelque chose, c'est l'hébergement de l'interface web, pour le coup, qui a été fait sur le serveur Apache intégré à l'IBMI et qui est d'une facilité à utiliser qui est assez déconcertante. Vraiment, à ce niveau-là, pour le coup, puisque j'imagine que c'est assez récent quand même, que c'est IBM qui a mis ça récemment. Le serveur Euh, Apache? Tu veux dire le serveur oh, HTTPS Apache? exactement, je parle de ça. Oh, celui-là, il a quand même un certain temps, mais oui, tu as raison sur le Ok, fait qu'il ait été modernisé. exactement. Bah, c'est surtout ça, c'est qu'il a été modernisé. Et il est complètement fonctionnel, complètement moderne. Ça contraste un peu avec les écrans verts, en fait. Les écrans verts, c'est un peu, je pense, ce qui doit rebuter pas mal de développeurs parce qu'au final, en fait, quand on a des interfaces comme, comme quand on parle du serveur HTTP Apache, l'interface, elle est plutôt moderne, elle est simple d'utilisation. Et derrière, forcément, quand on arrive sur les écrans verts, bah, c'est pas du tout le même monde. Ça n'a rien à voir. Effectivement. Ah, c'est la simple différence entre une UI et une ligne de commande. Exactement, bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, on en revient toujours au même point de toute façon. Moi, je pense qu'on a quand même fait un bon tour de ton expérience, en tout cas chez Arcade, de ton stage. Je pense qu'on arrive tout doucement sur la fin de cet épisode. Avant de conclure, j'aimerais savoir si toi, tu as un message personnel en quelque sorte par rapport à l'IBMI à transmettre ou une remarque, quelque chose dont tu voudrais parler en particulier. Oui, j'aimerais parler simplement de l'IPMI. Si, il y a des jeunes développeurs comme moi qui souhaitent s'intéresser à cette machine, sachez qu'au niveau de la documentation, c'est correct, c'est très, très correct, honnêtement. On arrive quand même à retrouver ce qu'on veut et vous allez être très, très surpris déjà parce que c'est comme je l'ai répété, maintes fois, dans cet épisode, mais c'est une machine qui peut tout faire. Tout. Vraiment, sans vraiment vous pensez à quelque chose qu'on peut faire en informatique, je vous parie que c'est possible sur IBMI et surtout qui a été modernisé à fond, partout, tout le temps, où il y a des ressources qui sont modernes sur l'IBMI. Là, j'ai parlé tout à l'heure du C#, c'est pas forcément moderne, mais voilà, il y a tout le temps des mises à jour. C'est encore utilisé par, presque toutes les grosses boîtes, en fait, qui ont besoin de puissance de calcul. Prend en charge, énormément de langage. Comme je le dis, on peut créer une application entière, web dessus et l'héberger. Enfin voilà, c'est une machine qui a, un potentiel immense et c'est dommage que ce soit aussi peu connu. En fait, moi, je disais, avant d'arriver à Arcade, je n'avais aucune idée de ce qu'était l'IBMI et aujourd'hui, en fait, je trouve que c'est impensable pour quelqu'un, de ne pas connaître la S400 ou l'IBMI, quand on est dans le monde de l'informatique, tellement c'est, important et tellement, en fait, c'est, partout, quoi. Là, actuellement, on est en train de recorder ce podcast sur Teams. Si ça se trouve, Teams, en fait, le serveur sur lequel on est, en fait,
est stocké sur une machine IBMI. En fait, j'en sais rien, mais voilà, on ne sait pas en fait tout ça parce que c'est invisible, c'est de l'informatique en soi. Nous, ce qu'on voit, c'est l'interface utilisateur, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est intéressant de se dire qu'il y a quelque chose d'aussi puissant qui puisse exister, que ça fait 30 ans que ça dure, qu'il y a des outils qui sont produits par énormément de boîtes. Arcade en fait partie. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Mesdames, messieurs, c'est magnifique. C'est vraiment la plus belle déclaration d'amour à l'IBM qui m'ait jamais été donnée d'entendre. Et venant en plus de quelqu'un qui l'a à peine découvert, c'est encore plus beau. Ah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Lucas, de m'avoir invité en tout cas. Ouais, je t'en prie, et surtout, du coup, merci de nous permettre de conclure sur un aussi beau moment. Donc pour finir, je vais une nouvelle fois remercier toutes les personnes qui participent à ce podcast. Déjà, dans un premier temps, notre invité. Bon, merci Axel d'avoir accepté l'invitation. Et je vais également remercier encore une fois Myriam, ma collègue qui s'occupe avec moi vraiment de préparer ce podcast. Merci à vous également, auditeurs et auditrices, de continuer à nous écouter. Voilà, merci à tous. Au revoir.